Bon, nous, on Ou bien avait... vous n'aviez pas accès à ça? Non, on C'était n'était pas... uniquement les gens d'Albert Royer. Oui, c'était uniquement les étudiants de Albert Royer. Mais on était Albert Royer. Donc, c'est ça, il faut essayer de partager le cours avec elle. Oui, ils nous ont Avec vos collègues. distribué leur édition, mais ce qu'ils nous ont donné, effectivement, c'est l'édition 2018, la dernière édition. Ce n'est pas en ligne, effectivement, mais c'est l'édition qu'on a eu à avoir dernièrement. Avec vos collègues. Voilà, il faut partager les données. Comme eux, ils n'étaient pas... Bon, c'était juste ce qui était Albert Royer qui était concerné. Il faut partager avec eux dans votre groupe. Comme ça, ils sauront les dernières recommandations. Après, elle va intégrer ça dans le cours. D'accord. D'accord, merci. Et merci. Docteur Oxide, c'est bon, il n'y a pas d'autres questions. Non, c'est bon, docteur, c'est bon. Il n'y a pas d'autres interventions sur le cours. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions sur le cours, je vais essayer de faire rapidement, préciser juste quelques éléments. Sinon, c'était une très bonne présentation. On a senti l'effort de recherche scientifique et vous avez bien systématisé au moins chaque forme clinique qui vous a été demandée, comme localisation extra-pulmonaire de la tuberculose. Voilà, il faut juste essayer de mettre à jour. Bon, vos collègues vont partager avec vous les dernières recommandations, juste sur le plan du traitement. Voilà, et pour chaque forme clinique, que ce soit méningée, ostéo-articulaire, abdominale ou urogénitale, s'il y a eu un changement dans la durée du traitement ou pas, ou les molécules qui sont utilisées ou pas, vous allez essayer de voir dans ce document pour mettre à jour. Et aussi, vous pouvez, si vous avez des données épidémiologiques également, vous pouvez les insérer pour savoir s'il y a eu une nette diminution du taux d'incidence de la tuberculose, voilà, et une augmentation des cas sous traitement également. Donc, pour la tuberculose abdominale, effectivement, vous avez fait une bonne description du type de description qui est le plus fréquent, qui est la tuberculose péritonéale. Mais je ne sais pas si vous avez parlé des facteurs de risque dans votre cours. Pour cette tuberculose abdominale-là, il y a des facteurs de risque qui sont décrits, qui sont principalement la cirrhose. Bon, la co-infection tuberculose VIH, c'est connu. Donc, c'est le premier facteur de risque. Il y a également la cirrhose, le diabète qui a été retenu dans les dernières recommandations, qui a un tableau de malignité sous-jacente, la malnutrition, donc également l'association malnutrition VIH est connue, et les patients qui sont sous corticothérapie et ceux qui sont sous dialyse péritonéale continue. Donc ça, ce sont des facteurs de risque de développer une tuberculose abdominale. Donc, il faut faire des recherches dessus et l'insérer dans le cours. Donc, malnutrition, VIH, cirrhose, diabète, malignité sous-jacente, traitement, la corticothérapie et la dialyse péritonéale. Donc, pour cette tuberculose de l'abdomen, comme vous l'avez dit, ça peut survenir par deux modes. Soit une tuberculose qui était là, latente, qui va se réactiver, ou bien par l'ingestion de mycobactéries. Donc, ce sont les deux voies de contamination. Et vous avez bien décrit l'ingestion de lait non pasteurisé ou de viande insuffisamment cuite. Donc, en dehors de la voie hématogène que vous avez bien décrite également. Donc, pour les manifestations cliniques, pour la tuberculose péritonéale, je pense que vous avez bien fait la description avec les principales manifestations cliniques qui sont lactiques, comme vous l'avez dit, dans 93% des cas, les douleurs abdominales dans 113% des cas et la fièvre dans 58% des cas. Donc, concernant cette tuberculose péritonéale même, au cours de cette année, on a eu le cas, je pense, c'était l'an passé, si je ne me trompe, cette année, en tout cas, il y a eu un enfant qu'on a hospitalisé dans notre service et qui présentait un tableau typique de tuberculose péritonéale avec l'acide au devant du tableau, comme vous l'avez dit. Donc, dans les formes cliniques, je ne sais pas si vous avez décrit la tuberculose intestinale, qui fait également partie
des causes de tuberculose intestinale. Excusez-moi, 1 minute. J'arrive. Intestinale, il y a essentiellement 2 types de lésions. Il y a les lésions de type ulcéreux et les lésions de type ulcérotrophique. Donc, et c'est la forme ulcéreuse qui est la plus retrouvée, surtout chez les enfants qui ont une malnutrition qui est associée. Donc, toujours dans les formes cliniques de la tuberculose intestinale, qui est également très décrite, il y a la tuberculose anale, il y a la tuberculose hépatique et il y a la tuberculose pancréatique. Donc, voilà. Pour le diagnostic, c'est comme vous l'avez dit, dans tous les cas, on le suspecte devant un patient qui a des manifestations cliniques spécifiques à une tuberculose de localisation abdominale, que ce soit la forme intestinale, hépatique ou péritonéale, avec des antécédents, en fait, en rapport avec une tuberculose qui peut être antérieure, ou la notion de contage, ou bien de résidence dans une zone où la tuberculose est endémique. Mais dans tous les cas, pour faire le diagnostic de certitude, c'est isoler le Mycobacterium tuberculosis dans le liquide péritonéal, comme vous l'avez dit, où on fait une biopsie du péritoine ou de l'intestin, si c'est une tuberculose intestinale, ou du foie, si c'est une tuberculose hépatique, ou bien on fait carrément une culture pour voir si on va avoir des colonies. Voilà, s'il y a des colonies qui vont pousser ou le gène expert. Donc, ce sont les 3 formes pour le confirmer. Mais dans tous les cas aussi, on peut faire une TDM. La TDM, ça permet juste de voir s'il y a une atteinte hépatique ou une atteinte intestinale ou d'autres organes associés, mais également la recherche d'adénopathie qui va vous permettre de vous conforter dans le diagnostic. Donc, en dehors de ça, il faut faire le diagnostic différentiel avec la maladie de Crohn, qui est la principale hypothèse, le principal diagnostic différentiel pour cette tuberculose abdominale, la maladie hépatique terminale, une tumeur abdominale, un lymphome. Donc, ce sont les diagnostics différentiels. Donc, pour les patients qui ont une forme abdominale, dans tous les cas, c'est le traitement antituberculeux qui est fait, mais on peut être amené à faire la chirurgie dans les complications, comme vous l'avez dit, perforation, abcès, fistule, saignement. Donc, parfois, ce que vous retenez, en tout cas, dans la tuberculose, c'est que parfois, on peut ne pas avoir de diagnostic positif. La culture peut ne pas pousser. Vous faites le frottis, vous ne détectez pas de barre ou le gène expert. Tout dépend de la sensibilité et de la personne qui a fait le techniquage. Mais lorsqu'on a des manifestations cliniques et une forte suspicion de genre notion de contage ou bien une résidence dans une zone endémique de tuberculose, ça permet en fait de débuter le traitement, de faire un essai thérapeutique, même si on n'a pas la confirmation sur le plan biologique. Donc, pour la tuberculose urogénitale, je ne sais pas, est-ce que j'ai l'impression que vous avez parlé juste de la forme urinaire. Est-ce que vous avez parlé de la forme génitale? Je m'excuse, à un moment, je me suis déplacée, donc je n'ai pas suivi cette partie-là. Est-ce que vous avez parlé de la forme génitale? Oui, docteur, on a parlé avec atteinte qui va entraîner des orchites épididymites. Voilà. Voilà. Donc, pour la femme aussi, on peut avoir, le sujet de sexe féminin, on peut avoir une atteinte des trompes, de l'endomètre et de l'ovaire. Voilà. Donc, dans tous les cas également, c'est faire confirmer le diagnostic à la biologie. Soit on fait frottis, ou bien on fait la culture, ou bien on fait le gène expert. Maintenant, si ça revient